Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette journée vraiment marathon ici même, à Paris mais aussi au cœur des régions, puisqu'avec ce magnifique mouvement que sont les DCF, eh bien on va, avec cette nouvelle émission, l'angle commercial, vous permettre de maîtriser dans chacun de nos numéros, eh bien un levier de l'efficacité, de la performance, allez, de l'excellence commerciale. Pour en parler, eh bien, c'est aux acteurs du développement commercial, eh bien, de témoigner. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de leur réserver un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, sur scène et en musique, j'appelle Pierre Guépé et Pierre-Yves Rallet. Au pas de course, messieurs. Bonjour à tous les deux. Rapprochez-vous du micro, installez-vous confortablement, même si le confort, on a peu de temps. Alors, bienvenue à tous les deux à la tribune. Est-ce que je dois les présenter pour ceux qui sont avec nous dans la salle? Pas forcément. Vous avez depuis ce matin bossé dur dans le cadre de ce concours avec des lauréats. On va les découvrir dans quelques instants. Deux invités pour ceux qui suivent et qui vont découvrir dans les jours à venir nos émissions. Alors, de gros pédigrés. Pierre Guépé, bon, vous êtes impliqué... C'est la 54e édition, je n'ose pas imaginer que vous l'avez créée, mais vous êtes bigrement impliqué dans ce concours national de la commercialisation, 54e édition. Et puis alors, si j'ai bien compris, j'ai un long cursus, mais vous êtes l'infatigable promoteur de vraiment la fonction commerciale au sein des institutions, des relais. C'est comme ça qu'on peut vous caractériser? Oui, c'est gentil, mais je m'inscris dans le mouvement. C'est-à-dire j'ai des prédécesseurs et j'aurai des successeurs. Mais ce qu'il faut, c'est garder la même dynamique chaque année. Et nous avons eu cette année un très bon CNC grâce à notre partenaire ISS. Alors ce CNC, on en dira encore quelques mots. Le sujet de l'émission du jour, c'est vraiment le cross-selling. On a vraiment un lien qui est logique. Et vous êtes ici avec nous. Alors un groupe mondial impressionnant. Il y avait une vidéo que vous découvrirez également sur le portail DCF TV. Pierre-Yves Rallet, soyez le bienvenu donc à la tribune de l'angle commercial. Présentation, vous êtes le directeur commercial donc et marketing d'ISS, Facility Services, je l'ai bien dit? Ah, c'est pas mal. Ah oui, on a dû s'entraîner. Bon, vous êtes un des leaders mondiaux donc du Facility, des services, et présent dans 50 pays avec plus de 500 000 salariés. Vous êtes d'ailleurs le premier employeur, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache, le premier employeur étranger en France avec une palette énorme de services. Alors on va parler de cross-selling. Ça vous parle ce mot, Pierre-Yves Rallet? C'est mon quotidien, c'est-à-dire quand on a effectivement autant de lignes de service qui jusqu'à présent étaient vraiment traitées, on l'a vu dans les études de cas, par finalement des forces commerciales organisées en silos, face à nous, on a des acheteurs qui se structurent, qui se professionnalisent. À un moment donné, ils ne comprennent pas de voir défiler 6 ou 7 personnes qui viennent chacune représenter la société ISS. Donc à un moment donné, c'est comment devenons-nous plus performants et comment la combinaison de tous ces services peut apporter davantage de valeur versus les vendre un par un. Pierre Guépé, la définition de notre émission, le cross-selling, c'est quoi? Alors c'est confort, vous avez 1 minute. 1 minute, c'est large. C'est large. Donc schématiquement, ça a été dit par les jeunes, le cross-selling, c'est lorsqu'un commercial ajoute à la vente d'un de ses produits et services d'autres produits et services de son entreprise dans une relation gagnant-gagnant avec son client. Alors c'est intéressant parce que le cross-selling, on peut le décliner dans le B2B, ça a été le sujet du cas de ISS cette année. C'est aussi ce que l'on trouve dans le B2C avec ça que l'on entend sur les marchés ou dans les boutiques. C'est ce que l'on retrouve sur les sites de e-commerce. Parce que lorsque vous avez acheté un bouquin, on vous dit, vous savez, les autres lecteurs ont aussi apprécié ceci et cela. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Cela ouvre également, le cross-selling, beaucoup de champs qui sont liés à la stratégie de l'entreprise, à la stratégie, à la politique commerciale, à la culture de l'organisation commerciale, et qui met en tension, on peut dire, à la fois le commercial généraliste et le commercial expert. Et j'irai plus loin parce que, juste dans la minute, savoir si on peut parler de cross-selling lorsque à un même client, on vend deux Mistral et 24 Rafales. Oui, c'était un bon exemple. On en aura d'autres dans cette émission, mais ça illustre bien le sujet. Merci pour cette introduction. Pierre-Yves Rallet, 45 secondes. ISS, une entreprise en pleine transformation. Pourquoi? Comment? Et quelle place le cross-selling dans tout ça?
Alors je l'ai évoqué, effectivement, de plus en plus de métiers. Vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo un certain nombre de métiers que nous ne faisons pas encore en France, comme la restauration, comme les services multitechniques. Ce sont des choses donc, que l'on fait dans de nombreux pays. Donc une volonté d'apporter une solution globale. Pourquoi ? Parce qu'on a en face de nous des clients qui de plus en plus se reconcentrent sur leur cœur d'activité. Et finalement, toute cette gestion des services généraux qui vont effectivement de la restauration collective en passant par la propreté des bâtiments, mais également la maintenance multitechnique, ce n'est pas leur cœur de métier. Quand on est effectivement dans une entreprise comme la Caisse d'épargne ou comme beaucoup d'autres entreprises, le but, c'est de créer des produits financiers, d'avoir une relation client. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un puisse s'occuper de ça et de manière efficace. Et c'est là où des acteurs comme ISS entrent en jeu, avec une difficulté, c'est qu'on est finalement, historiquement, la somme de X activités. Et donc, comment créer une proposition de valeur commune englobant toutes ces activités et avoir surtout une force commerciale capable de porter cette offre auprès de nos clients. Et oui, savoir vendre plus, mieux, plus souvent, et puis vendre les produits des copains, je crois que c'est effectivement une problématique qui impacte toute entreprise à partir du moment où elle a 2 salariés, et quand on en a plusieurs centaines de milliers, c'est encore, on l'imagine, plus important. Je crois que le décor est planté, on va pouvoir maintenant passer à la deuxième partie de notre émission. Le débat en musique. J'appelle nos 3 invités, dont 2 jeunes et qui viennent d'être fraîchement promus dans le cas du CNC. Allez, en musique et sous un tonnerre d'applaudissements, nos 3 invités, c'est l'heure du débat. À la tribune, Saïm M. Khalef, bonjour. Vous êtes directeur associé, directeur de projet au sein d'Accor Consulting. En 4 secondes, Accor Consulting, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Bonjour à tous. Nous sommes spécialisés dans le conseil et la transformation des entreprises et notre spécialité, c'est la performance commerciale. Saïf, vous n'êtes pas puni. Il y avait une chaise qui vous... Ah oui, ça va. Il y en a même une de trop. C'est pour ça que j'en voyais une 6e. Donc je me suis dit, comme je vous voyais debout. Soyez le bienvenu à la tribune de l'angle commercial à vos côtés. Ce ne sont pas des invités surprises puisqu'ils étaient lauréats. Mais tout à l'heure, quand j'ai préparé cette émission, j'ai dû évidemment expliquer le principe à 6 étudiants qui étaient déjà des gagnants d'un trophée qui a, par élimination, laissé beaucoup de jeunes têtes en région. Et sur les 4, il n'y en avait que 2 qui allaient être à la tribune. Ils sont avec nous. Je crois qu'on peut à nouveau et en direct, pour ceux qui suivent notre émission, les saluer. La valeur n'attend pas le nombre des années. Clémence Godino, soyez la bienvenue. IUT La Rochelle, c'est bien ça. Rapprochez-vous du micro, parce que là, on vous entraîne pas dans la salle et encore moins au loin. Oui, c'est ça. Dernière année ? Non, j'ai fini là. Vous avez fini. Donc, alors là, c'est l'heure du pitch. Vous avez 20 secondes pour convaincre un employeur de vous embarquer dans son aventure avec lui. C'est parti, Clémence. Alors, je sors d'un IUT technique de commercialisation, ce qui m'a permis d'avoir de nombreuses compétences au niveau technique, mais aussi au niveau des entreprises par mes nombreux stages. Donc, je suis ravie par cette expérience et d'aujourd'hui continuer. Clémence, merci d'être avec nous. Vous allez être à la tribune en tant qu'expert pour nous donner votre regard critique sur les enjeux du cross-selling. C'est dans quelques instants. À vos côtés, l'autre lauréat, Thibaut, dans la catégorie Bac plus 4 plus 5. On l'applaudit également. Grenoble, école de management. C'est l'heure du pitch. 20 secondes pour trouver le bon employeur si vous ne l'avez pas déjà trouvé par hasard. Oui, je suis en césure en fait, dans une entreprise. Je viens de finir mon master 1 et là donc j'enchaîne les expériences en entreprise pour ensuite finir mon master 2 et me lancer sur le marché du travail. Les CV de nos super lauréats sont à retrouver évidemment sur le site d'ECF et puis vous pouvez également prendre contact avec eux sur les réseaux sociaux. Allez, c'est l'heure du débat, on va donc rentrer dans le vif du sujet sur ces enjeux qui finalement aujourd'hui concernent toutes les entreprises. Le cross-selling, l'upselling, les moyens complémentaires, c'est vraiment l'enjeu majeur. Si on ne peut pas vendre plus, vendrons autrement, vendrons différemment et vendons effectivement par petites touches. Alors la première des questions, ça s'adresse à quel type d'entreprise ou de produit le cross-selling ? Qui veut répondre ? Pierre, je vous vois. Allez, Pierre Guépé. Il faut avoir plusieurs produits. Ça s'adresse à tout le monde ?
Ça s'adresse à tout le monde, puisque je rencontre un client, je vais lui vendre les produits que j'ai à ma disposition. Historiquement, même, je pense au VRP qui rencontrait son client et qui allait chercher des cartes qui correspondaient aux attentes de son client. Là, c'est au niveau d'une entreprise. Une entreprise où il y a un seul salarié, un consultant indépendant. Il peut faire du cross-selling avec d'autres partenaires dans d'autres univers professionnels. Ça y est, je vous vois Oui, acquiescer. tout à fait. Je pense que toutes les entreprises qui ont une problématique de conquête commerciale doivent faire évoluer leur modèle de vente vers le cross-selling. On le voit avec pas mal d'entreprises leaders qui sont françaises d'ailleurs, qui ont très vite compris que l'intérêt était déjà de maintenir les clients actifs avant d'aller chercher de nouveaux clients, et ça passe forcément par une approche cross-selling. Pierre évoquait dans les entonnoirs de conversion des sites web, on est en fin de vente et puis d'un seul coup on voit apparaître un petit tiens, au fait vous voudriez pas m'acheter ce petit truc en plus, ou les gens qui ont acheté tel produit, etc. Ça c'est un exemple qu'on a tous en tête dans la vie virtuelle. Dans la vraie vie, celle où on est en transaction commerciale active, on a un client, etc. Comment ça se matérialise? Est-ce que le cross-selling, on l'imagine bien de manière digitale, dans la vraie vie, ça se traduit par quoi le cross-selling? Pierre-Yves Rallet. Je pense que c'est avant tout une question de comprendre les besoins du client. Parce que si vous êtes effectivement ce que j'appellerais peut-être le vendeur de soupe, c'est-à-dire vous êtes là à pousser des produits sans avoir à comprendre si le client en avait besoin, je ne suis pas sûr que vous vendiez plus. C'est parce que vous avez ouvert la porte peut-être avec un premier produit qui répondait à une demande immédiate d'un client, mais en essayant d'en pousser plus, vous n'apportez rien. Si vous comprenez les besoins du client, effectivement, c'était dans une des présentations, revenir sur les besoins fondamentaux du client, à ce moment-là, vous voyez ce qu'il faut aller chercher dans votre catalogue de produits de manière à lui apporter une solution. Et c'est vraiment tout ce qu'il faut construire. Et quand on parle des sites web tout à l'heure qui effectivement mettent en avant un certain nombre, derrière ce sont des algorithmes, ce sont des capacités de calcul qui savent effectivement par des analyses statistiques extrêmement poussées que si vous avez acheté tel livre, vous avez peut-être aussi envie d'acheter tel disque ou tel autre. Donc finalement, on va demander à nos commerciaux d'avoir quelque part cet ordinateur en eux, cette fibre, pour comprendre le besoin et apporter la solution. On s'est souvent focalisé dans les cours de marketing, dans nos écoles, sur les parts de marché. L'enjeu du cross-selling, c'est quoi? C'est l'enjeu de la part de client, finalement, de comprendre le client pour remplir les cases. C'est ça l'idée? Alors, Pierre, je vais laisser oui. quelqu'un compléter. Ceux qui ont inventé il y a longtemps le cross-selling, ce sont les banques. On est ici dans une banque. La première chose que cherche à vous faire quelqu'un qui possède un compte bancaire, c'est de vous faire prendre un crédit immobilier chez eux. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, vous êtes parti pour des années et des années. Ils nous veulent du bien, donc ils nous gardent longtemps. Mais voilà, un des enjeux aussi, c'est de fidéliser le client derrière. Fidéliser le client. Le mot-clé, c'est fidélisation, pour vous, le gros mot, si je peux dire. Pierre? Oui, je voulais rajouter simplement dans la grande distribution la notion de catégorie manager. Le category management avec la création des univers pour ce qu'une personne, aux fêtes de fin d'année, puisse avoir à portée de main du foie gras, du sauterne, des toasts, etc. Il ne se promène pas dans tous les rayons. Donc on retrouve le cross-selling vraiment dans tous les domaines. Aussi. Le merchandising, ça en est finalement une forme. Je vois qui essaie, nos jeunes Clément, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. L'exemple, par exemple, de l'entreprise Ikea, où il y a un circuit à suivre et à se diriger, qui permet de développer le cross-selling. Ouais, c'est un bel exemple. Saïf, je vous ai vu acquiescer sur cette partie. Pour aller dans le prolongement d'IKEA, toutes les entreprises qui sont dans le retail, en fait, ont une problématique très simple, c'est la baisse de trafic et de fréquentation de leur boutique. Donc aujourd'hui, quand on ne peut pas agir sur le taux de transformation, le deuxième levier, c'est le panier moyen, et en effet, le cross-selling répond à cet objectif. On voit bien ce qu'est le cross-selling. Merci. Alors du coup, quels sont les facteurs clés de succès pour réussir la mise en place du cross-selling? C'est la question officielle. Et je rajouterai, quand on a du fric et qu'on est riche, et quand on est un indépendant, tout seul, ou qu'on est une toute petite entreprise, et qu'on n'en a pas. Alors, je vais lancer, Saïf, c'est parti. je vais lancer les idées, mais en tout cas, selon moi, la première chose, c'est que l'on soit une petite entreprise ou une entreprise du CAC 40, c'est déjà de s'assurer qu'il y a une cohérence en fait entre sa vision, sa stratégie et l'approche que nous décidons de mettre en place, qui serait une approche cross-selling. Je pense que l'alignement est fondamental. Le deuxième élément qui me semble important, c'est de s'assurer que les équipes ont bien pris conscience des avantages de ce changement. Et c'est souvent cette étape qui pêche dans les entreprises. L'humain est au cœur du réseau DCF et on voit qu'une fois encore, c'est un des leviers de réussite. Est-ce qu'on a encore d'autres clés de réussite à lister pour nos invités? La connaissance de son client, la connaissance des besoins de son client, la capacité que l'on a à réfléchir entre la compréhension que j'ai du besoin client et ce que je sais de ce que l'entreprise dans laquelle je suis peut apporter.
Alors, connaissances au quotidien, je les connais, je leur parle. Connaissances informatiques, on entend parler de data, voire de big data. C'est une des clés aujourd'hui, ces outils informatiques qui permettent de mémoriser toutes les transactions avec tous les clients. C'est aussi un des leviers du cross-selling incontournable. Pierre-Yves Rallet. Alors, dans tout l'univers, effectivement, consumer, c'est un élément clé, puisque finalement, vous n'avez pas cette relation intime avec le client. Ils en rêvent tous, mais finalement... alors qu'en B2B, vous avez quand même une relation privilégiée avec le client, vous le voyez, vous le rencontrez. Donc, ce n'est pas la même dimension. Pour autant, c'est extrêmement important, que ce soit dans les deux domaines, d'avoir une connaissance profonde du client, que ce soit par des biais statistiques, comme on l'évoquait, ou big data, ou que ce soit par, effectivement, un suivi de la relation. Dans les clés de la réussite, alors on ne va pas vous demander de nous livrer tous vos secrets, mais justement, une stratégie, ça va s'appuyer sur quels fondamentaux au sein d'ISS, par exemple? Aujourd'hui, le sujet de la formation, et notamment de la formation, comme j'évoquais, à la découverte des besoins, mais aussi la capacité à pouvoir construire une offre qui répond à ces besoins, c'est l'élément fondamental sur lequel on axe aujourd'hui toutes nos formations. C'est vrai qu'après, il y a des freins psychologiques. Il y a des gens qui, depuis 20 ans, vendaient le même produit. On leur dit maintenant, tu vas voir, tu en as 4 autres à vendre. Ça les met dans une zone d'inconfort. Mais ce sont des verrous qu'il faut effectivement que nous fassions sauter. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, en face de nous, on a des clients qui ont fait sauter ces verrous avec des catégories, cette fois-ci, au côté achat, et non plus côté fournisseur, qui achètent globalement une palette de services. On était au rayon clés de la réussite, on va enchaîner sur les pièges à éviter. On peut rajouter des clés, mais on peut aussi dire quels sont les pièges. Alors Pierre, Saïf, je vous vois... oui. On parle du big data, c'est une bonne idée. Il ne faut pas oublier que le big data sont des data. Ce qui est important, c'est qui met l'information. Déjà, qui met l'information. Donc il faut que le commercial ait la formation à la fois de son entreprise, des informations qu'il peut mettre, et que les informations qu'il met dans son système, il ait l'impression que ce soit rentable aussi pour lui. Parce que s'il nourrit une machine mais qui ne lui sert à rien, il va arrêter le jeu assez rapidement. Donc il faut qu'il y ait vraiment une culture de l'entreprise pour que les données soient exploitées de manière cohérente et intéressante pour le commercial, pour l'entreprise et pour le client. Séquence plantage, qu'est-ce qui fait qu'on plante? Quels sont les pièges à éviter quand on veut mettre en place une stratégie de cross-selling? Alors, il y a un autre piège à éviter dans les 90 ou 100 premiers jours de cette transformation, c'est tout ce qui touche aux freins psychologiques dont Pierre-Yves parlait tout à l'heure avec les forces de vente. Il y en a 2 principaux qui remontent régulièrement. Le premier, c'est la segmentation des portefeuilles. C'est la peur du commercial de perdre la relation client avec certains de ses clients historiques. Et le deuxième, qui n'est pas négligeable non plus, c'est tout ce qui touche à la rémunération et à l'intéressement des ventes. Alors parlons-en de ce nerf de la guerre. Cross-selling, c'est-à-dire refonte complète de la stratégie de rémunération. On peut faire du cross-selling pour faire plaisir au patron, où il faut vraiment aller voir le DRH et dire on rigole plus, on parle d'argent. C'est un des leviers incontournables. On est confort, on a moins de 30 secondes pour répondre à ce point-là. Alors, en 2 mots, c'est un des leviers et un des risques. C'est-à-dire si vous calibrez mal votre plan de rémunération, finalement, on va vendre ce qui est le plus facile. Et tout d'un coup, les commerciaux qui vendent des produits difficiles vont se mettre à vendre des produits faciles. Alors, si ce sont les plus rentables, ça va bien. Si ce sont les moins rentables, ça va créer un problème. Donc, effectivement, il y a vraiment prendre en compte toute l'équation économique de manière à maximiser quelque part le revenu mais la marge et de s'assurer plutôt que les commerciaux ne se focalisent pas sur finalement le plus facile et parfois, comme je le disais, le moins rentable. Allez, je me retourne vers tout le monde, mais peut-être vers nos étudiants. Quelle est l'entreprise qui incarne le mieux cette mutation aujourd'hui ? Pour moi, je dirais la SNCF, peut-être étrangement, parce qu'avant, on n'achetait que des billets de train, et c'est vrai que maintenant, c'est devenu une entreprise de voyage, finalement. C'est un billet de train, c'est un billet de taxi derrière. Des hôtels. C'est un hôtel, oui, voilà, c'est ça. Donc, ils ont réussi à transformer leur politique marketing pour pas seulement être un billet de train, mais pour être vraiment tout un voyage avec le confort derrière qui merci pour ce regard qui effectivement est un bel exemple. Pierre, je vous vois sourire. Merci et merci pour vos réactions dans la salle. Vos tweets également sur DCF TV, vos réactions à tout moment. On essaiera d'en tenir compte. Clémence également, même question. L'entreprise qui incarne le mieux. Vous avez parlé d'IKEA, vous en avez une deuxième en stock éventuellement? J'avais pensé à Orange aussi, donc la téléphonie, avec Internet, le téléphone, l'adéquation. Le cross-canal, comme on dit maintenant. C'est ça. L'explosion des cadeaux. Merci pour ce témoignage. Pierre, je vous ai vu
penché la tête. Alors c'était pour dire, vous étiez entièrement d'accord avec Thibaut ou par rapport à l'exemple de la SNCF? Ouais, ils sont bons ces jeunes, hein. Ah, ça c'est clair. On a Ils tous sont envie. super. Non, c'est bravo. Bravo. Je doute qu'ils ressortent de cette salle si vous suivez notre émission. Je pense que ça va être dur. Ils vont repartir avec des demandes de rendez-vous et effectivement des demandes de CV. Hein. Je crois que la filière et le label DCF dans un CV, ça vaut cher. C'est un ancien lauréat d'un ouvrage DCF, il y a fort longtemps qu'il vous le dit. Ça m'a beaucoup servi au tout début de ma carrière. Saïf, alors, quelle est l'entreprise qui incarne le mieux cette mutation? Allez, on va faire un tour. On a encore un tout petit peu de temps, il nous reste moins de 5 minutes, on a un peu de temps. Allons-y. Alors, rapidement, pour moi, une des entreprises référentes, ça va être la séquence Cocorico, c'est l'entreprise JC Deco, que nous accompagnons depuis quelques années. Nous avons accompagné cette entreprise sur la transformation justement du modèle de vente. Et on s'est aperçu qu'avec l'arrivée du digital, les silos pouvaient être cassés, si je puis dire, avec toujours cette notion de création de valeur. Un des challenges, ça a été d'abord de faire coopérer les managers entre eux pour établir le qui fait quoi, les règles du jeu commercial. Et oui, avec des baronnies, j'imagine, au départ. Évidemment. Chacun protégeait un peu son... Voilà. Et donc, une démarche vertueuse pour que cela se fluidifie. La grande satisfaction, c'est que c'est une entreprise qui exporte son savoir-faire aujourd'hui à l'étranger. C'est un leader mondial. Et aujourd'hui, nous travaillons avec des filiales qui veulent importer le modèle qui a réussi en France. Merci pour cet exemple et saluons au passage Jean Muller qui est souvent, je crois, à la tribune et très actif au sein du mouvement avec un enthousiasme et un savoir-faire assez pointu. Alors, allez, on continue le tour de table quand même, hein, on va en citer d'autres. Alors, au-delà, vous avez votre entreprise qui est un sacré modèle, Pierre-Yves, mais si vous deviez en citer une seconde. Question piège. Alors, je citerai une banque. Je ne sais pas si je vais pouvoir citer un concurrent ici. Alors, je ne vais pas le nommer. Ça ne sortira pas de cette salle et du reste de la blogosphère. Je trouve que les banques, il y a quelques années, ont vraiment pris ce tournant-là. C'est-à-dire sont passés effectivement déjà de passer de produits financiers multiples. Ensuite, ont vendu de l'assurance, vendent maintenant de la sécurité, de la surveillance. Vous vendez également pratiquement des voyages. Voilà, pour moi, c'est effectivement une culture vraiment de cross-selling, de fidélisation du client, de développement quelque part du chiffre d'affaires par client qui a été entreprise depuis pas mal d'années et dont d'ailleurs, pour avoir été dans les télécoms à une époque, s'était inspiré beaucoup d'opérateurs télécoms. Il nous reste en gros 4 minutes avant la fin de cette émission. Ce sera donc le moment d'un dernier tour de table avec 2 points qui n'ont pas encore été traités. C'est vraiment la boîte à outils. On a évoqué quelques-uns des leviers, les bases de données, etc. On n'a pas parlé de formation, etc. Est-ce qu'on peut, de manière très opérationnelle, très pragmatique pour nos invités, connaître de manière exhaustive la boîte à outils de la réussite en matière de cross-selling? Et une dernière question, effectivement, comment on optimise son organisation commerciale lorsqu'on met en place ces outils? C'est le dernier tour de table et on commence avec nos jeunes têtes. Clémence. Alors, peut-être la découverte client lors de la négociation, bien préparer ces questions pour bien analyser les besoins des clients en fonction de notre marché et sur des besoins actuels. Outil indispensable, un référentiel avec les objections, les avantages, Exactement. Pour que, évidemment, les anciens connaissent tout ça, mais les jeunes se les approprient plus vite. Merci de cette contribution. Suite des contributions, la boîte à outils, quand on va arriver au bout, ça ne va pas être simple de compléter. Hein. Thibaut. Moi, je dirais une politique marketing efficace qui justifie notre cross-selling justement et qui permet vraiment d'attirer le client vis-à-vis de ça. Les meilleurs commerciaux auront du mal à vendre une mauvaise offre. Merci de le rappeler dans ce tour d'horizon. Allez, on continue. Allons-y, oui, Saïf. Je continue, comme ça je ne serai pas le dernier. Voilà, c'est la peau de chagrin après. Ouais. Non, simplement j'ai un retour d'expérience. Ce sont les plateformes collaboratives et de formation en ligne, puisqu'on s'est aperçu que les ventes croisées sont facilitées auprès des équipes de vente, notamment quand elles sont délocalisées. Les plateformes collaboratives permettent également d'améliorer le business transverse. Merci. Plateforme collaborative à mettre dans sa hotte. Hein. C'est bientôt Noël, donc s'il faut investir, quelques outils supplémentaires. Pierre. Oui. Un outil supplémentaire et l'impact sur l'organisation. Mais je dirais, aujourd'hui, l'outil dont on parle, c'est le CRM. Parce que c'est le CRM qui est vraiment l'outil ad hoc pour ceci. Et dans ce sens, la taille de l'entreprise joue contre elle quelque part.
Parce que si je veux être rapide, si je veux être agile, si je veux surprendre, il faut que j'ai accès à des informations, il faut que je sois en lien direct avec les données de mon entreprise. Et plus mon entreprise est importante, plus le système d'information est complexe, plus il doit être sécurisé. Donc il faut faire attention à ça. Il faut avoir un bon logiciel, un bon logiciel CRM, de bonnes courroies de transactions. Et vous le voyez au niveau même d'une web TV, il faut avoir du débit. Il faut avoir du débit, effectivement, et je pense qu'il y en a. Merci pour ce témoignage. Alors, avant-dernière intervention, la vôtre, Pierre-Yves, la boîte à outils, est-ce qu'on a oublié des choses? Là, c'est le moment de la compléter et de la finaliser. Alors, on a parlé tout à l'heure du plan de rémunération, c'est quand même clé. C'est un des moteurs de l'activité commerciale. Un commercial qui ne gagne pas bien sa vie, il va aller vite chez un concurrent. Donc, il faut trouver le bon plan pour le motiver. Et puis, je reste quand même sur aussi la cohérence de l'offre. On voit parfois les entreprises qui se diversifient. À gauche, ils vendent des vêtements, puis à droite, ils vendent des stylos. Bon, il peut y avoir une cohérence. Attention, parfois, on voit des gens qui, cross-selling, additionnent quand même ou cherchent à faire additionner à leurs commerciaux des choux et des carottes et des choses qui ne vont pas ensemble. Donc, ça fait partie aussi du rôle de l'entreprise d'être sûr d'avoir une cohérence dans ce qu'elle veut pousser face à un client. Une cohérence, le cross-selling, oui, le grand écart, faut faire attention. Merci, on arrive pratiquement au bout de cette émission. Je vais vous laisser, Pierre, le mot de la fin dans une seconde. Alors, c'était une première, évidemment, on sera très attentif à vos remarques, à vos réactions, à votre regard critique sur ces émissions. Ce soir, un deuxième direct, ce sera Thierry Wathelet, vous le connaissez, et il est évidemment très aguerri à l'exercice, qui animera cette seconde émission en direct, en public. Pour ma part, la troisième émission, elle se déroulera en région. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas, ce sera à 14h précises, on sera à Toulouse. Évidemment, on va vous parler de performance commerciale dans le milieu industriel. Prenez date, en direct, en public. C'était la fin de l'angle commercial. Premier numéro. Pierre, un petit commentaire. Bravo Lionel. Et puis je crois que le concours national de la commercialisation, cette journée ici, les entreprises, il y a un facteur commun qui est la formation, qui est l'éducation à la base, et puis l'éducation, la formation continue, l'éducation tout au long de la vie. Et on a en France la chance d'avoir la validation des acquis de l'expérience, qui est quelque chose de formidable. Merci pour votre infatigable énergie au service de la performance commerciale. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci à vous d'avoir assisté nombreux à son enregistrement. À vous qui allez les suivre, j'espère, régulièrement. À bientôt à l'antenne de l'angle commercial. Au revoir.